Le 8 janvier 1943, dans un hôtel de New York, une femme de chambre ouvre la porte de la chambre 3327 du New Yorker Hotel. Le client qui l'occupe n'a pas été vu depuis plusieurs jours. À l'intérieur, elle découvre le corps d'un vieil homme de 86 ans. Il s'appelle Nikola Tesla. À première vue, sa mort ne semble intéresser que quelques proches. Pourtant, dans les heures qui suivent, les autorités américaines font placer sous scellé plusieurs dizaines de malles contenant ses carnets, ses plans et sa correspondance. Pendant des années, cette décision alimentera toutes sortes de théories. Certains y verront la preuve qu'il travaillait sur des armes révolutionnaires. D'autres imagineront des découvertes capables de bouleverser le monde. La réalité est à la fois moins spectaculaire et plus fascinante. Car si Tesla est aujourd'hui associé à des mythes parfois extravagants, son véritable héritage est déjà immense. Chaque fois qu'un moteur électrique se met en marche, chaque fois qu'une ville est alimentée en courant alternatif, une partie de son travail continue d'exister. Pourtant, lorsqu'il meurt en 1943, il est presque oublié. Depuis longtemps, il ne dirige plus aucun laboratoire. Il vit dans une chambre d'hôtel qu'il peine à payer, nourrit les pigeons de Bryant Park et survit grâce à une petite pension. L'homme qui avait promis de révolutionner l'énergie mondiale n'a ni fortune, ni entreprise, ni famille pour perpétuer son œuvre. Comment un inventeur aussi brillant a-t-il pu connaître une telle fin? Pour répondre à cette question, il faut revenir près d'un siècle en arrière, dans un petit village de l'actuelle Croatie. Une enfance hors du commun. Nikola Tesla naît dans la nuit du 9 au 10 juillet 1856 à Smiljan, alors intégré à l'Empire d'Autriche. Une légende familiale raconte qu'un violent orage éclate au moment de sa naissance. La sage-femme y voit un mauvais présage et déclare que l'enfant sera un « fils des ténèbres ». Sa mère lui répondrait alors « Non, il sera un fils de la lumière ». L'anecdote est probablement embellie avec le temps, mais elle résume assez bien la manière dont la vie de Tesla sera racontée après sa mort, à mi-chemin entre l'histoire et la légende. Son père, Milutin Tesla, est prêtre orthodoxe. Il imagine naturellement son fils suivre la même voie. Sa mère, Duka, n'a jamais appris à lire ni à écrire, mais elle possède une remarquable habileté technique. Elle fabrique elle-même des outils pour faciliter les travaux domestiques et impressionne son entourage par son ingéniosité. Des années plus tard, Tesla dira que c'est d'elle qu'il tient son imagination. Très jeune, il montre des capacités peu communes. Il mémorise facilement de longs textes, apprend plusieurs langues et résout de tête des problèmes complexes. Mais ce qui frappe surtout ses professeurs, c'est sa façon de travailler. Là où la plupart des étudiants remplissent des cahiers de croquis, Tesla affirme pouvoir construire mentalement une machine entière, la faire fonctionner dans son esprit, en modifier les pièces et corriger ses défauts avant même d'en fabriquer le premier exemplaire. Cette manière de concevoir ses inventions restera l'une de ses caractéristiques les plus étonnantes. Plusieurs témoins raconteront qu'il arrivait à l'atelier avec très peu de dessins techniques, convaincu d'avoir déjà testé son invention des centaines de fois, simplement dans son imagination. Au fil des années, cette intelligence exceptionnelle s'accompagne cependant d'un caractère de plus en plus singulier. Tesla supporte difficilement certains bruits, certaines textures et développe des habitudes extrêmement rigoureuses. Il compte ses gestes, évite les objets ronds dans certaines circonstances et manifeste une fascination particulière pour les nombres divisibles par 3. Aujourd'hui, plusieurs historiens estiment qu'il présentait probablement des troubles obsessionnels compulsifs, même si un diagnostic rétrospectif reste impossible. À l'époque, ces comportements passent surtout pour les excentricités d'un jeune homme brillant. Personne n'imagine encore que ce mélange de discipline, d'obsession et d'imagination va lui permettre de résoudre l'un des plus grands défis technologiques du XIXe siècle. L'adolescence de Nikola Tesla est marquée par un épisode qui manque de lui coûter la vie. À 17 ans,
Il contracte le choléra. La maladie est alors particulièrement meurtrière et, pendant plusieurs mois, son état inquiète les médecins autant que sa famille. Son père, qui espère toujours le voir devenir prêtre, reste à son chevet. Selon Tesla lui-même, c'est durant cette période qu'un compromis est trouvé. S'il survit, il sera libre d'étudier l'ingénierie. Il guérit finalement contre toute attente. En 1875, il entre à l'école polytechnique de Graz, dans l'actuelle Autriche. Ses débuts sont remarqués. Il travaille énormément, assiste à tous les cours et obtient des résultats excellents. Certains témoignages racontent qu'il pouvait étudier du matin jusqu'au milieu de la nuit, sans presque jamais prendre de repos. C'est à Graz qu'il découvre une machine qui va profondément influencer sa réflexion. Une dynamo de Gramme. Cet appareil est capable de produire de l'électricité, mais peut également fonctionner comme un moteur électrique. Pendant une démonstration, Tesla remarque que la machine produit de nombreuses étincelles au niveau de son collecteur. Pour ses professeurs, ce défaut est inévitable. Lui pense au contraire qu'il existe une autre manière de faire fonctionner un moteur, sans ce système complexe. L'idée paraît irréaliste. On lui explique que cela reviendrait à créer un mouvement continu sans les éléments indispensables connus à l'époque. Tesla ne répond pas vraiment. Il garde cette intuition dans un coin de sa tête. Pendant plusieurs années, il va y revenir sans cesse, jusqu'à trouver une solution. Mais cette période brillante ne dure pas. Pour des raisons qui restent encore discutées par les historiens, difficultés financières, problèmes personnels ou addiction au jeu, Tesla abandonne progressivement ses études sans obtenir son diplôme. Il traverse alors une période instable, enchaîne les petits emplois et s'éloigne de la carrière prometteuse que tout le monde lui imaginait. À plusieurs reprises, sa famille ignore même où il se trouve. Vu de l'extérieur, rien ne laisse penser que ce jeune homme deviendra l'un des plus grands inventeurs de son siècle. Au début des années 1880, Tesla travaille pour différentes compagnies spécialisées dans les équipements électriques, notamment à Budapest, puis à Paris, au sein de la Continental Edison Company. L'entreprise fabrique et entretient les installations conçues par Thomas Edison, déjà considéré comme une véritable célébrité aux États-Unis. À cette époque, l'électricité commence seulement à entrer dans les villes. Les premières centrales apparaissent, les lampadaires électriques remplacent progressivement le gaz, et les industriels comprennent qu'un immense marché est en train de naître. Mais un problème majeur limite encore son développement. Les réseaux fonctionnent principalement en courant continu. Sans entrer dans des détails trop techniques, ce système présente une faiblesse importante. L'électricité perd rapidement de son efficacité lorsqu'elle doit parcourir de longues distances. Pour alimenter une grande ville, il faut donc multiplier les centrales électriques. Cela coûte cher, complique les installations et freine considérablement l'expansion des réseaux. Tesla est persuadé qu'il existe une meilleure solution, le courant alternatif. L'idée n'est pas entièrement nouvelle. D'autres ingénieurs y réfléchissent déjà. Mais Tesla imagine un système complet, capable de produire, transporter et utiliser ce courant de manière fiable. Il lui manque encore un élément essentiel, un moteur adapté. La réponse lui vient presque par hasard. En 1882, alors qu'il se promène dans un parc de Budapest avec son ami Antoni Csigeti, il récite un passage du Faust de Goethe. Soudain, il s'arrête. Plus tard, il racontera que la solution lui apparaît avec une telle clarté qu'il se baisse immédiatement pour dessiner un schéma dans la poussière avec un morceau de bois. Il vient d'imaginer le principe du moteur à induction. Cette invention deviendra l'une des bases de l'industrie moderne. Des décennies plus tard, la majorité des moteurs électriques utilisés dans les usines, les ascenseurs, les pompes ou les appareils électroménagers fonctionneront selon ce principe. Pour Tesla, il ne reste plus qu'une étape: convaincre quelqu'un de construire cette machine. En Europe, peu de dirigeants sont prêts à investir dans une idée aussi ambitieuse. En revanche, un homme semble disposer des moyens financiers et techniques nécessaires:
Thomas Edison. En 1884, Tesla décide donc de traverser l'Atlantique. Le voyage est mouvementé. D'après plusieurs récits, il est victime d'un vol pendant la traversée et perd une partie de ses bagages ainsi que son argent. Lorsqu'il débarque à New York, il possède très peu de choses. Quelques vêtements, des notes de travail et surtout une lettre de recommandation rédigée par Charles Batchelor, l'un des principaux collaborateurs d'Edison. Elle contient une phrase restée célèbre. « Je connais deux grands hommes, l'un est vous, l'autre est ce jeune homme. » Tesla est persuadé que cette lettre lui ouvrira toutes les portes. Il ignore encore que sa rencontre avec Edison marquera le début d'une rivalité qui dépassera largement les deux hommes. Derrière eux se joue déjà une bataille industrielle, économique et politique dont les conséquences se feront sentir dans le monde entier. La question n'est plus seulement de savoir qui est le meilleur inventeur. Il s'agit désormais de décider comment l'électricité alimentera les villes du futur. Lorsque Nikola Tesla arrive à New York à l'été 1884, Thomas Edison est déjà une figure nationale. À 37 ans, il est surnommé « le sorcier de Menlo Park » et incarne à lui seul l'inventeur moderne. Le phonographe lui a apporté une renommée internationale. L'ampoule électrique l'a placé au cœur d'un secteur en pleine expansion. Et les sociétés qui portent son nom installent des réseaux d'éclairage dans plusieurs grandes villes américaines. Pour un jeune ingénieur venu d'Europe, travailler à ses côtés représente sans doute la meilleure opportunité imaginable. Grâce à la lettre de recommandation de Charles Batchelor, Tesla est rapidement reçu. Les récits de cette première rencontre diffèrent selon les sources, mais tous s'accordent sur un point. Edison comprend immédiatement qu'il a devant lui un ingénieur de très haut niveau. Il l'embauche sans tarder au sein de l'Edison Machine Works, une entreprise chargée de concevoir, réparer et améliorer les générateurs destinés aux réseaux électriques. Le travail est exigeant. Les journées s'étendent souvent jusque tard dans la nuit et les pannes doivent être résolues le plus rapidement possible, car une centrale immobilisée signifie des pertes financières importantes. Tesla se distingue par sa capacité à analyser des problèmes complexes en très peu de temps. Là où d'autres démontent patiemment une machine pour en comprendre le fonctionnement, il semble capable d'en visualiser l'ensemble avant même d'avoir pris un tournevis. Très vite, Edison lui confie des missions de plus en plus délicates. Les générateurs utilisés par son entreprise présentent encore de nombreuses imperfections et leur rendement laisse souvent à désirer. Tesla propose plusieurs améliorations qui permettent d'accroître leur efficacité. Son supérieur reconnaît ses compétences, mais leurs échanges révèlent aussi une différence profonde dans leur manière d'aborder l'innovation. Edison est avant tout un expérimentateur. Il avance par essais successifs, construit, modifie, recommence et finit par trouver une solution après parfois des milliers de tentatives. Il résumera un jour cette philosophie par une formule devenue célèbre. « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Tesla travaille presque à l'opposé. Avant de fabriquer une pièce, il cherche à résoudre le problème par le raisonnement. Il passe des heures à calculer, imagine mentalement le comportement de chaque composant et ne commence la construction que lorsqu'il estime avoir éliminé les principales sources d'erreurs. Les deux hommes poursuivent le même objectif, mais leurs méthodes sont difficilement conciliables. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'épisode le plus célèbre de leur collaboration. Selon le témoignage de Tesla, Edison lui aurait proposé une récompense de 50 000 $ s'il parvenait à améliorer les performances de plusieurs générateurs particulièrement défaillants. La somme est considérable. Rapportée au pouvoir d'achat actuel, elle représenterait plusieurs millions de dollars. Tesla se met au travail. Pendant des semaines, il reprend entièrement la conception des machines concernées, corrige leurs défauts et améliore leur rendement. Lorsqu'il réclame la récompense promise, Edison lui aurait répondu avec ironie « Tesla, vous ne comprenez pas encore l'humour américain. » Cette scène est souvent racontée comme le point de rupture entre les deux hommes. Il faut toutefois rester prudent. Les historiens ne disposent que du récit de Tesla, formulé plusieurs années après les faits,
et aucun document contemporain ne permet de confirmer précisément les circonstances de cette promesse. En revanche, il ne fait guère de doute que leur relation se dégrade rapidement. Tesla estime que son travail est sous-évalué et que l'entreprise refuse d'explorer les solutions qu'il juge pourtant indispensables pour l'avenir de l'électricité. La question du courant alternatif joue un rôle central dans ce désaccord. Edison a investi des sommes considérables dans le développement du courant continu. Toute son infrastructure repose sur cette technologie. Les centrales, les câbles, les générateurs et même les intérêts financiers de ses investisseurs. Reconnaître qu'un autre système pourrait être plus efficace reviendrait à remettre en cause plusieurs années de travail et des millions de dollars d'investissement. Tesla, de son côté, est convaincu que le courant continu ne constitue qu'une étape transitoire. Plus il étudie le sujet, plus il est persuadé que le courant alternatif offre une solution beaucoup plus élégante. Il permet notamment de modifier facilement la tension électrique grâce à un transformateur. Cette propriété paraît technique, mais elle va bouleverser toute l'industrie. Pour comprendre son importance, il faut imaginer une ville de la fin du XIXe siècle. Avec le courant continu, une centrale ne peut alimenter efficacement qu'un quartier situé à quelques kilomètres. Au-delà, les pertes deviennent trop importantes. Il faut donc construire de nombreuses petites centrales réparties dans toute l'agglomération, ce qui augmente considérablement les coûts d'installation et de maintenance. Le courant alternatif permet au contraire d'élever fortement la tension pour transporter l'électricité sur de longues distances avec beaucoup moins de pertes, puis de l'abaisser à proximité des habitations afin qu'elle puisse être utilisée en toute sécurité. Cette différence change complètement l'échelle du problème. Au lieu de multiplier les centrales au cœur des villes, il devient envisageable d'en construire quelques-unes seulement, à proximité d'une rivière ou d'une chute d'eau, puis d'acheminer l'énergie vers des régions entières. Aujourd'hui, cette organisation nous paraît évidente, parce qu'elle est devenue la norme. En 1884, elle reste pourtant largement théorique. Beaucoup d'ingénieurs considèrent encore le courant alternatif comme une technologie difficile à maîtriser et potentiellement dangereuse. Tesla pense exactement l'inverse. Selon lui, ce n'est pas seulement une amélioration du système existant, c'est un changement complet de paradigme. Quelques mois après son embauche, il quitte finalement l'entreprise d'Edison. Son départ passe presque inaperçu. À ce moment-là, personne n'imagine que cet ingénieur récemment arrivé d'Europe s'apprête à remettre en cause le modèle économique de l'un des industriels les plus puissants des États-Unis. Pourtant, c'est précisément ce qui va se produire. Les années qui suivent sont paradoxales. Tesla est convaincu de tenir une idée capable de transformer durablement la production d'électricité, mais il ne dispose ni des capitaux nécessaires pour développer ses inventions, ni du réseau d'influence dont bénéficie Edison. Pendant un temps, il accepte même des travaux de terrassement pour subvenir à ses besoins. Voir l'un des ingénieurs les plus brillants de sa génération creuser des tranchées dans les rues de New York est une image saisissante. Mais elle rappelle aussi qu'une bonne idée ne suffit pas toujours à convaincre des investisseurs. Il faudra la rencontre avec un entrepreneur particulièrement ambitieux pour que ses recherches prennent une toute autre dimension. Cet homme s'appelle George Westinghouse, et son arrivée va transformer un débat technique entre ingénieurs en une véritable bataille industrielle. Les journaux lui donneront bientôt un nom qui restera dans l'histoire, la guerre des courants. Lorsque Nikola Tesla quitte les ateliers d'Edison, il ne devient pas immédiatement l'inventeur que l'on connaît aujourd'hui. Pendant plusieurs mois, il traverse même l'une des périodes les plus difficiles de son existence. Les investisseurs auxquels il présente ses projets se montrent prudents. Beaucoup jugent ses idées intéressantes, mais trop ambitieuses. D'autres considèrent simplement qu'il est plus rentable de continuer à améliorer les installations déjà en service plutôt que de financer un système entièrement nouveau. Tesla tente bien de créer une première entreprise, la Tesla Electric Light and Manufacturing Company. L'expérience tourne court. Les associés qui financent le projet s'intéressent davantage aux bénéfices immédiats qu'aux recherches sur le courant alternatif. Ils récupèrent les brevets qui les intéressent, restructurent la société et écartent progressivement leur propre inventeur. En quelques mois, Tesla perd le contrôle de son entreprise et se retrouve sans ressources.
L'image contraste fortement avec celle que l'on retient aujourd'hui. L'homme dont le nom est désormais associé à l'innovation passe alors ses journées à creuser des tranchées pour une compagnie de travaux publics. Il gagne 2 $ par jour, un salaire modeste qui lui permet tout juste de survivre. Dans un carnet, il note avec amertume que ses années d'études et ses travaux scientifiques semblent n'avoir servi à rien. Cette situation ne dure pourtant pas très longtemps. À New York, plusieurs ingénieurs commencent à s'intéresser à ses recherches et l'encouragent à reprendre ses travaux. Parmi eux se trouve Alfred S. Brown, ingénieur dans le secteur des télécommunications, ainsi que l'avocat Charles Peck. Tous deux acceptent de financer un laboratoire afin que Tesla puisse enfin développer les idées qu'il mûrit depuis plusieurs années. C'est dans ce laboratoire que tout s'accélère. En 1887 et 1888, Tesla dépose une série de brevets qui décrivent avec une précision remarquable un système complet de production et de distribution du courant alternatif. Contrairement à ce que l'on imagine parfois, il ne se contente pas d'améliorer un moteur existant. Il propose un ensemble cohérent comprenant des générateurs, des transformateurs, des moteurs et des méthodes de transport de l'électricité capables de fonctionner ensemble. Pour les ingénieurs qui assistent à ces démonstrations, la différence est immédiatement perceptible. Les moteurs de Tesla démarrent sans les dispositifs complexes utilisés jusqu'alors. Ils sont plus simples, plus robustes et mieux adaptés à une exploitation industrielle. Plusieurs spécialistes comprennent qu'ils assistent peut-être à un tournant comparable à celui qu'avait représenté, quelques décennies plus tôt, la machine à vapeur. Parmi les personnes présentes figure George Westinghouse. Contrairement à Edison, Westinghouse n'est pas avant tout un inventeur. C'est un industriel. Il a fait fortune grâce aux freins pneumatiques qui équipent désormais une grande partie des chemins de fer américains. Son expérience lui a appris qu'une innovation n'a de valeur que si elle peut être produite à grande échelle et répondre à un besoin concret. Lorsqu'il découvre les travaux de Tesla, il comprend rapidement que le courant alternatif pourrait résoudre un problème auquel toute l'industrie électrique se heurte depuis des années, celui du transport de l'énergie sur de longues distances. Westinghouse rachète alors plusieurs brevets de Tesla et lui verse une somme importante, accompagnée d'une redevance calculée sur chaque cheval-vapeur produit grâce à ses inventions. Pour la première fois depuis son arrivée aux États-Unis, Tesla dispose enfin des moyens nécessaires pour poursuivre ses recherches. Cet accord marque également le début d'un affrontement industriel d'une ampleur exceptionnelle. À la fin des années 1880, deux visions de l'avenir s'opposent désormais. D'un côté, Thomas Edison défend le courant continu, technologie sur laquelle repose son entreprise. De l'autre, George Westinghouse mise sur le courant alternatif développé par Tesla. Les enjeux dépassent largement le domaine scientifique. Les villes américaines commencent à s'équiper d'un réseau électrique permanent, et les contrats se chiffrent déjà en millions de dollars. Celui qui imposera son système contrôlera probablement le marché pendant plusieurs décennies. Edison comprend parfaitement le danger. Si le courant alternatif s'impose, une partie des équipements installés par ces sociétés deviendra obsolète. Les pertes financières seraient considérables. Il choisit alors une stratégie qui ne consiste plus seulement à défendre sa technologie, mais aussi à discréditer celle de son concurrent. Sa campagne repose sur un argument simple. Le courant alternatif fonctionne à des tensions beaucoup plus élevées et peut donc se révéler plus dangereux en cas de contact direct. Le constat est exact. Utilisé sans précaution, une tension élevée peut provoquer des accidents mortels. Edison décide d'utiliser ce risque pour convaincre l'opinion publique que le système de Westinghouse est fondamentalement dangereux. Des démonstrations publiques sont organisées. Des chiens errants, des chats et d'autres animaux sont électrocutés devant des journalistes afin de montrer les effets du courant alternatif. L'objectif est clair: associer cette technologie à une image de mort et de violence. Ces mises en scène choquent déjà une partie de l'opinion de l'époque, mais elles bénéficient d'une importante couverture médiatique. L'épisode le plus célèbre concerne la création de la chaise électrique. Edison n'en est pas l'inventeur, mais plusieurs de ses collaborateurs participent aux essais destinés à démontrer que le courant alternatif constitue le moyen le plus efficace pour provoquer une exécution.
Certains vont même jusqu'à employer le verbe « Westinghauser » pour désigner le fait d'électrocuter quelqu'un, dans l'espoir d'associer durablement le nom de George Westinghouse à cette pratique. La première exécution par chaise électrique a lieu en 1890. Elle tourne au désastre. Le condamné, William Kemmler, ne meurt pas immédiatement. Plusieurs décharges sont nécessaires et les témoins décrivent une scène particulièrement éprouvante. L'événement alimente les débats sur la peine de mort, mais ne suffit pas à convaincre les industriels d'abandonner le courant alternatif. En réalité, les arguments techniques commencent progressivement à l'emporter sur les campagnes de communication. À mesure que les villes grandissent, les limites du courant continu deviennent de plus en plus évidentes. Les ingénieurs chargés de construire les réseaux savent qu'il est impossible de multiplier indéfiniment les petites centrales électriques au cœur des quartiers. Les coûts explosent et la maintenance devient extrêmement complexe. Le système imaginé par Tesla offre au contraire une solution élégante. Produire l'électricité à distance, la transporter avec peu de pertes grâce à une tension élevée, puis l'abaisser avant son utilisation grâce au transformateur. Ce principe paraît aujourd'hui banal. À la fin du XIXe siècle, il représente pourtant une véritable révolution dans la manière de penser les infrastructures. Malgré cela, la victoire du courant alternatif n'est pas encore acquise. Edison reste l'un des industriels les plus influents du pays. Ces entreprises disposent de capitaux considérables et une partie du public continue de se méfier des installations à haute tension. Pour Tesla, comme pour Westinghouse, il manque encore une démonstration capable de convaincre non seulement les ingénieurs, mais aussi les décideurs politiques et les investisseurs. Cette occasion va se présenter quelques années plus tard, à Chicago, lors d'un événement que des millions de visiteurs attendent avec impatience. L'exposition universelle de 1893 offrira à l'un des deux camps une vitrine exceptionnelle. Pendant quelques mois, le monde entier pourra observer quelle technologie est réellement capable d'éclairer une ville moderne. Au début des années 1890, la rivalité entre Edison et Westinghouse ne se joue plus seulement dans les laboratoires ou les journaux spécialisés. Les deux entreprises cherchent désormais un contrat qui leur permettrait de démontrer, aux yeux du monde entier, la supériorité de leur technologie. Cette occasion se présente en 1893, lorsque la ville de Chicago prépare l'exposition universelle colombienne. L'événement est gigantesque. Organisé pour célébrer le 400e anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb sur le continent américain, l'exposition doit accueillir plusieurs dizaines de millions de visiteurs. Les organisateurs veulent en faire une vitrine du progrès industriel et scientifique. Pour la première fois, une ville entière sera largement éclairée à l'électricité. Le marché représente donc un enjeu symbolique autant qu'économique. General Electric, l'entreprise issue de la fusion des sociétés d'Edison, part favorite. Son expérience est reconnue et son nom inspire confiance. Pourtant, contre toute attente, c'est la proposition de Westinghouse qui est retenue. Son offre est moins coûteuse, mais surtout, elle repose sur les brevets développés par Nikola Tesla. Lorsque l'exposition ouvre ses portes, le 1er mai 1893, les visiteurs découvrent un spectacle qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Des dizaines de milliers d'ampoules illuminent les bâtiments, les allées et les pavillons. À une époque où une grande partie des villes est encore éclairée au gaz, cette abondance de lumière paraît presque irréelle. Certains journaux parlent d'une cité sortie du futur. Tesla ne se contente pas d'observer les installations. Il participe lui-même à plusieurs conférences destinées à présenter les possibilités du courant alternatif. Son sens de la mise en scène surprend le public. Devant une salle remplie d'ingénieurs, de journalistes et de curieux, il laisse traverser son corps par des courants à haute fréquence. Dans la pénombre, des tubes de verre s'illuminent entre ses mains, sans qu'aucun fil ne les relie à une source d'alimentation visible. Aujourd'hui, ces démonstrations peuvent sembler relever du spectacle. À l'époque, elles remplissent un objectif très précis. Depuis plusieurs années, les opposants au courant alternatif répètent que cette technologie est incontrôlable et dangereuse. Tesla
cherche à montrer qu'une électricité correctement maîtrisée peut au contraire être utilisée de manière sûre et efficace. Ces expériences impressionnent profondément le public, même si elles reposent sur des conditions très particulières qui ne doivent pas être reproduites. L'exposition universelle marque un tournant. Pour la première fois, le courant alternatif n'est plus seulement une théorie défendue par quelques ingénieurs. Il fonctionne à grande échelle, sous les yeux de millions de visiteurs venus du monde entier. La bataille est loin d'être terminée, mais les arguments techniques de Tesla gagnent en crédibilité. Quelques mois plus tard, un défi encore plus ambitieux se présente. Depuis des décennies, les chutes du Niagara fascinent les ingénieurs. Leur puissance est telle que beaucoup rêvent d'en faire une source d'énergie capable d'alimenter les villes voisines. Le problème est toujours le même. Produire de l'électricité est une chose, la transporter efficacement en est une autre. Tant que le courant continu domine, un projet de cette ampleur paraît difficilement réalisable. Une commission internationale est chargée de choisir la technologie qui équipera la future centrale. Parmi ses membres figure notamment le physicien britannique Lord Kelvin. Longtemps favorable au courant continu, il finit par reconnaître les avantages du système proposé par Westinghouse et Tesla. La décision est historique. La centrale hydroélectrique des chutes du Niagara sera construite autour des principes imaginés par Nikola Tesla. Les travaux débutent au milieu des années 1890. Il ne s'agit plus simplement d'alimenter quelques quartiers, mais de produire une quantité d'électricité sans précédent et de l'acheminer jusqu'à Buffalo, situé à plusieurs dizaines de kilomètres. Le projet constitue un véritable test grandeur nature. En cas d'échec, les partisans du courant alternatif perdraient une grande partie de leur crédibilité. Lorsque les premiers alternateurs entrent en service en 1895, le résultat dépasse les attentes. L'énergie produite par les chutes est transportée avec succès jusqu'à Buffalo, démontrant qu'il est désormais possible d'exploiter une source d'électricité éloignée des centres urbains. Ce principe deviendra rapidement la norme dans le monde entier. Il est difficile de mesurer aujourd'hui l'importance de cette réussite. Les réseaux électriques modernes reposent toujours sur cette idée fondamentale. Produire l'énergie là où les ressources sont disponibles, puis la distribuer sur de longues distances avant de l'adapter aux besoins des consommateurs. Les barrages, les centrales thermiques, les centrales nucléaires ou les parcs éoliens fonctionnent tous selon cette logique. Sans le développement du courant alternatif, leur exploitation aurait été beaucoup plus complexe. Pour Tesla, cette période représente l'apogée de sa carrière. Les distinctions se multiplient, les universités l'invitent à donner des conférences et la presse s'intéresse à chacune de ses nouvelles expériences. Son laboratoire new-yorkais devient un lieu de passage pour les scientifiques, les industriels et parfois même les écrivains. Mark Twain, qu'il admire depuis longtemps, compte parmi les visiteurs les plus réguliers. Les photographies montrant l'écrivain manipulant certains appareils de Tesla témoignent de l'atmosphère particulière qui règne dans ce laboratoire, où les frontières entre recherche scientifique et fascination populaire semblent parfois disparaître. Cette reconnaissance ne modifie pourtant pas la personnalité de l'inventeur. Tesla ne s'intéresse guère à la gestion d'une entreprise ni à l'accumulation d'une fortune. Ce qui l'attire, c'est la découverte suivante. À peine le succès du courant alternatif est-il assuré qu'il tourne déjà son attention vers une autre idée, beaucoup plus audacieuse. Depuis plusieurs années, il est convaincu qu'il sera un jour possible de transmettre non seulement des informations, mais aussi de l'énergie, sans utiliser le moindre câble. À la fin du XIXe siècle, cette hypothèse paraît presque irréaliste. Les télécommunications en sont encore à leur début, la radio n'existe pas encore sous sa forme moderne et l'électricité reste intimement liée au réseau de fils qui parcourt les villes. Pourtant, Tesla est persuadé que cette dépendance n'est que provisoire. Comme souvent dans sa carrière, son intuition est en avance sur son époque. Mais cette fois, elle va aussi le conduire vers le projet le plus ambitieux et probablement le plus risqué de toute sa vie.
Au milieu des années 1890, Nikola Tesla est au sommet de sa carrière. Ses travaux sur le courant alternatif sont désormais reconnus dans le monde entier. Les centrales électriques qui utilisent ses brevets se multiplient et son nom circule dans les milieux scientifiques des deux côtés de l'Atlantique. Pour beaucoup d'ingénieurs, il pourrait facilement vivre de ses inventions et consacrer le reste de sa vie à perfectionner des technologies déjà rentables. Mais Tesla n'a jamais été motivé par la seule réussite industrielle. Une fois un problème résolu, son intérêt semble s'éteindre presque aussitôt. Il cherche déjà la question suivante, souvent plus complexe que la précédente. Là où d'autres voient l'aboutissement d'une carrière, lui n'aperçoit qu'une étape intermédiaire. Cette manière de penser explique pourquoi il s'éloigne progressivement des applications commerciales de l'électricité pour se consacrer à une idée qui paraît, à première vue, presque irréalisable. Transmettre de l'énergie sans aucun fil. Pour comprendre cette ambition, il faut se replacer dans le contexte de la fin du XIXe siècle. Les villes commencent seulement à se couvrir de réseaux électriques. Installer une ligne nécessite des kilomètres de câbles, des poteaux, des transformateurs et une maintenance constante. Chaque nouvelle extension représente un chantier considérable. Tesla imagine un système entièrement différent. Selon lui, la Terre elle-même pourrait servir de conducteur. En utilisant des fréquences adaptées et des installations suffisamment puissantes, il pense qu'il deviendrait possible de transporter de l'énergie d'un point à un autre sans passer par un réseau de câbles classique. L'hypothèse est audacieuse. Certaines intuitions sur lesquelles elle repose se révéleront pertinentes, d'autres beaucoup moins. Mais à cette époque, personne ne peut encore trancher définitivement la question. Les phénomènes électromagnétiques restent largement méconnus, et la physique moderne n'a pas encore apporté toutes les réponses que nous connaissons aujourd'hui. Pour tester ses idées, Tesla décide de quitter temporairement New York. En 1899, il installe un laboratoire expérimental à Colorado Springs, une petite ville située au pied des montagnes rocheuses. Le choix de cet endroit n'est pas anodin. L'altitude, l'air sec et les vastes espaces disponibles permettent de réaliser des expériences impossibles au cœur de Manhattan. C'est là que naissent certaines des images les plus célèbres de sa carrière. Dans ce laboratoire, Tesla construit d'immenses bobines capables de produire des tensions extrêmement élevées. Les photographies prises à l'époque montrent des éclairs artificiels de plusieurs mètres de longueur traversant la pièce pendant que l'inventeur est assis à proximité de ces appareils. Ces images ont largement contribué à forger sa réputation de savant presque mythique. Elles sont pourtant en partie mises en scène. Plusieurs clichés résultent d'expositions photographiques combinées, une technique courante à la fin du XIXe siècle pour rendre visibles des phénomènes impossibles à capturer en une seule prise. Cela n'enlève rien au caractère spectaculaire de ses recherches. Les décharges électriques qu'il produit figurent parmi les plus impressionnantes jamais réalisées dans un laboratoire civil. Durant son séjour à Colorado Springs, Tesla consigne méthodiquement ses observations. Il affirme avoir détecté des signaux électriques inhabituels provenant de l'atmosphère. Convaincu qu'ils ne peuvent être expliqués par les phénomènes naturels connus, il avance l'hypothèse qu'ils pourraient provenir d'une autre planète, peut-être Mars. Cette interprétation sera largement remise en question par les scientifiques des décennies suivantes. Les signaux observés correspondaient probablement à des phénomènes radionaturels ou à des émissions produites par d'autres expérimentateurs. Pourtant, cette annonce contribue encore davantage à faire de Tesla un personnage fascinant aux yeux du grand public. Certains journaux le présentent désormais comme un homme capable de dialoguer avec l'univers. En réalité, son objectif reste beaucoup plus terrestre. Toutes les expériences menées dans le Colorado doivent servir un projet bien précis. Tesla veut construire une station capable de transmettre des informations à travers le globe, mais également, à terme, de distribuer de l'énergie sans fil. Dans son esprit, les deux applications sont indissociables. Si l'on peut envoyer un signal radio à plusieurs milliers de kilomètres, pourquoi ne pourrait-on pas, un jour, transmettre également de la puissance électrique? Pour transformer cette vision en réalité, il lui faut cependant un soutien financier considérable. Il se tourne alors vers l'un des hommes les plus puissants des États-Unis, le banquier John Pierpont Morgan. À cette époque,
Morgan ne se contente pas de financer des entreprises. Il participe directement à la structuration de l'industrie américaine. Son soutien peut faire naître une société aussi rapidement que son refus peut condamner un projet pourtant prometteur. Tesla parvient à le convaincre d'investir dans une immense station expérimentale construite à Shoreham, sur Long Island. L'installation prend rapidement une forme spectaculaire. Au-dessus d'un vaste bâtiment de briques s'élève une tour de près de 60 mètres coiffée d'un énorme dôme métallique. L'ensemble est destiné à devenir le cœur d'un réseau mondial de communication sans fil. Le projet reçoit un nom, Wardenclyffe. Officiellement, Tesla présente cette infrastructure comme un système de télégraphie sans fil capable de concurrencer les travaux de Guglielmo Marconi. En privé, ses ambitions sont bien plus vastes. Il espère démontrer qu'une même installation pourra un jour transmettre des messages, des images, des informations et même de l'électricité vers n'importe quel point du globe. Avec le recul, certaines de ses intuitions paraissent étonnamment modernes. Tesla évoque déjà un monde où chacun pourrait communiquer instantanément à grande distance grâce à de petits appareils personnels. Cette vision annonce, dans ses grandes lignes, le développement des télécommunications mondiales. En revanche, son idée de distribuer gratuitement de l'énergie à l'échelle de la planète se heurte à des obstacles physiques et économiques qu'il sous-estime largement. Pendant que Wardenclyffe prend forme, un autre inventeur progresse rapidement dans le domaine des communications radio. Son nom est Guglielmo Marconi. En 1901, celui-ci réussit à transmettre un signal radio à travers l'océan Atlantique. L'annonce fait le tour du monde et provoque un choc dans les milieux scientifiques. Pour Morgan, la conséquence est immédiate. Pourquoi continuer à financer un projet gigantesque alors qu'un concurrent vient d'obtenir un résultat concret avec des moyens beaucoup plus modestes? Tesla tente de convaincre son mécène que Wardenclyffe ira beaucoup plus loin qu'un simple système de radiotélégraphie. Morgan reste sceptique. Les coûts augmentent sans cesse, les délais s'allongent et les objectifs du projet deviennent de plus en plus difficiles à comprendre, même pour les investisseurs les plus patients. Les financements cessent progressivement. Sans argent, le chantier ralentit puis s'arrête complètement. Wardenclyffe ne sera jamais achevé. Pour Tesla, cet échec dépasse largement la perte d'un laboratoire. Il voit s'effondrer le projet auquel il consacre son énergie depuis plusieurs années. Plus grave encore, il comprend que le monde industriel commence à se détourner de lui. Les entreprises recherchent désormais des innovations rapidement rentables. Lui continue de raisonner à l'échelle de plusieurs décennies. À partir de ce moment, les deux trajectoires se séparent définitivement. L'industrie électrique poursuit son développement en exploitant les inventions que Tesla a déjà offertes au monde. L'inventeur, lui, s'enfonce peu à peu dans une solitude dont il ne sortira jamais vraiment. Lorsque le chantier de Wardenclyffe s'arrête au début du XXe siècle, Tesla perd bien davantage qu'un laboratoire. Depuis plusieurs années, ce projet occupait toutes ses pensées. Il devait prouver qu'il était possible de communiquer instantanément à travers le monde, mais aussi de transmettre l'énergie sur de longues distances, sans réseau de distribution classique. L'échec du projet est un coup dont il ne se remettra jamais complètement. La tour reste debout quelques années, comme le symbole d'une ambition inachevée. Faute de financement, elle n'est jamais mise en service. En 1917, elle est finalement démolie. Officiellement, l'acier qu'elle contient doit être revendu afin de rembourser une partie des dettes accumulées par Tesla. L'image est saisissante. L'homme qui avait imaginé une infrastructure destinée à relier la planète entière assiste, impuissant, au démontage de son plus grand projet. Contrairement à une idée largement répandue, Tesla ne cesse pas complètement de travailler après cet échec. Il continue à déposer quelques brevets, publie des articles, donne des interviews et annonce régulièrement de nouvelles inventions. Certaines sont prometteuses, d'autres relèvent davantage de concepts que de réalisations concrètes. Avec le temps, il devient de plus en plus difficile de distinguer les projets véritablement aboutis
des intuitions qu'il n'a plus les moyens de développer. Cette évolution contribue à modifier son image publique. Dans les années 1890, les journaux présentaient Tesla comme l'un des grands ingénieurs de son époque. 30 ans plus tard, il s'intéresse surtout à ses déclarations les plus spectaculaires. L'une d'elles concerne ce qu'il appelle un téléforce, rapidement surnommé par la presse le rayon de la mort. Tesla affirme travailler sur un système capable de projeter à très grande vitesse des particules métalliques afin de neutraliser des armées ou des avions ennemis. Il précise que cette invention aurait avant tout une fonction défensive. Selon lui, si chaque pays possédait une telle arme, aucun conflit ne pourrait être déclenché. Aucun prototype fonctionnel n'a cependant été présenté, et les historiens ne disposent d'aucune preuve montrant que ce dispositif ait dépassé le stade des études théoriques. Après sa mort, cette histoire alimentera pourtant d'innombrables spéculations, certaines allant jusqu'à prétendre que le gouvernement américain aurait récupéré une technologie révolutionnaire. Les archives aujourd'hui accessibles montrent surtout que les autorités ont examiné ces documents avant de conclure qu'ils ne contenaient pas d'armes immédiatement exploitables. Pendant que sa réputation évolue, sa situation personnelle se dégrade progressivement. Tesla n'a jamais fondé de famille. Il explique lui-même que le mariage aurait été incompatible avec le niveau d'engagement qu'il exigeait de son travail. Ses journées suivent un rituel extrêmement précis. Il dîne toujours à la même heure, fréquente les mêmes hôtels et supporte difficilement que ses habitudes soient modifiées. Ses revenus diminuent au fil des années. Les brevets qui lui avaient assuré une certaine aisance ne rapportent plus autant qu'autrefois, tandis que plusieurs entreprises développent désormais leur propre technologie. Tesla change régulièrement d'hôtel, souvent parce qu'il accumule des dettes qu'il ne parvient plus à régler. Plusieurs directeurs acceptent de le loger par respect pour son prestige passé, mais cette situation ne peut durer indéfiniment. Une autre passion occupe alors une place de plus en plus importante dans sa vie, les pigeons. Chaque jour, il se rend dans les parcs de New York pour les nourrir. Ce comportement amuse certains journalistes et en intrigue d'autres. Tesla, lui, en parle avec beaucoup de sérieux. Dans plusieurs entretiens, il raconte s'être particulièrement attaché à une femelle blanche qu'il décrit comme un être exceptionnel. Il confiera plus tard que sa disparition l'avait profondément affecté, allant jusqu'à dire qu'une partie de sa propre raison de vivre s'était éteinte avec elle. Ces déclarations ont souvent été tournées en dérision. Elles témoignent pourtant surtout de l'isolement dans lequel il termine son existence. Beaucoup de ses anciens collaborateurs ont disparu ou pris leur retraite. Les jeunes ingénieurs connaissent son nom, mais travaillent déjà sur d'autres technologies. Le monde qu'il avait contribué à construire continue d'avancer sans lui. En 1931, pour son 75e anniversaire, plusieurs scientifiques de renommée internationale lui adressent un message d'hommage. Parmi eux figure Albert Einstein. Cette reconnaissance montre que, malgré les difficultés de ces dernières années, son apport à l'ingénierie électrique reste largement respecté dans les milieux scientifiques. Tesla poursuit néanmoins une vie discrète. Installé au New Yorker Hotel, il reçoit rarement des visiteurs. Les journées s'écoulent entre la lecture, quelques travaux d'écriture et les promenades quotidiennes destinées à nourrir les pigeons. Le 7 janvier 1943, il meurt dans sa chambre, à l'âge de 86 ans. Conformément aux procédures appliquées pendant la Seconde Guerre mondiale, les autorités américaines placent sous scellé ses effets personnels. Cette décision, parfaitement compréhensible dans un contexte où les recherches scientifiques présentent un intérêt militaire évident, donnera naissance à de nombreuses théories du complot. Certains affirmeront que Tesla avait découvert une source d'énergie illimitée, d'autres qu'il avait mis au point une arme secrète capable de changer le cours de la guerre. Aucune preuve historique ne permet de confirmer ces affirmations. En revanche, ce que Tesla a réellement accompli est déjà considérable. Ses travaux sur le courant alternatif ont rendu possible la création des grands réseaux électriques modernes. Ses recherches sur les champs magnétiques tournants ont ouvert la voie aux moteurs à induction qui équipent encore aujourd'hui une grande partie de l'industrie.
Ses expériences sur les hautes fréquences ont contribué au développement de nouvelles technologies dans les domaines des télécommunications et de l'électrotechnique. Même lorsqu'il s'est trompé, il a souvent poussé d'autres chercheurs à explorer des pistes inédites. L'histoire de Tesla rappelle également qu'une invention ne suffit pas à garantir la réussite de son auteur. Les découvertes scientifiques, les intérêts économiques, les choix politiques et les stratégies industrielles avancent rarement au même rythme. Edison excellait dans la construction d'entreprises. Westinghouse savait transformer une innovation en marché. Tesla, lui, était avant tout un inventeur. Son regard se portait toujours vers le problème suivant, souvent avant même que le précédent ait trouvé sa place dans le monde. C'est peut-être ce qui explique la fascination qu'il continue d'exercer plus d'un siècle après ses plus grandes découvertes. Nous vivons aujourd'hui dans un monde alimenté par des réseaux électriques dont les principes reposent largement sur ses travaux. Les moteurs qui entraînent les ascenseurs, les pompes, les usines ou les trains électriques utilisent encore des concepts qu'il a contribué à développer. Son nom est désormais donné à des écoles, des laboratoires, des musées et même à l'une des entreprises automobiles les plus connues de notre époque. Il est tentant de présenter Nikola Tesla comme un génie incompris ou comme un homme à qui l'histoire aurait tout volé. La réalité est plus nuancée. Il a connu la célébrité, obtenu des soutiens financiers considérables et vu plusieurs de ses inventions transformer le monde de son vivant. Mais il a aussi échoué, parfois parce que ses idées étaient irréalisables avec les moyens de son époque, parfois parce qu'il refusait les compromis indispensables à leur développement industriel. C'est précisément cette complexité qui rend son parcours si singulier. Tesla n'était ni un magicien, ni un prophète. C'était un ingénieur d'une créativité exceptionnelle, convaincu que la science pouvait améliorer la vie de tous. Et si son nom continue d'être cité plus d'un siècle après sa mort, ce n'est pas parce qu'il aurait inventé des technologies secrètes ou des armes mystérieuses. C'est parce qu'une partie du monde moderne fonctionne encore grâce aux idées qu'il a eu l'audace de poursuivre, alors que beaucoup les jugeaient impossibles.